Je considérais Laurent Louis, puisque c'est de lui qu'il s'agit, comme un héros des temps modernes, un chevalier blanc qui luttait contre la corruption, la criminalité et tout ce qui ne va pas dans nos sociétés occidentales. Et il l'a fait avec brio. Je suis heureux d'apprendre que Laurent a décidé de redescendre dans l'arène politique. Alors, pour avoir des réponses à nos questions, on va accueillir Laurent et le docteur Laurence Kaiser, qui est cofondatrice du mouvement Révolution. L'avoir aux côtés de Laurent Louis me réjouit parce qu'on a là deux caractères forts, deux personnalités et la Belgique a besoin de gens comme eux, vont être un exemple pour beaucoup d'entre nous. Bonjour Laurence, content de te voir. Bonjour, merci de me recevoir, c'est très gentil. Et monsieur Laurent Louis, Bonjour, l'ancien bonjour. député de Debout les Belges. Exactement. Je suis très content Laurent, d'être avec vous. il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Et tout à l'heure, mon collègue Fauzi me demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Laurent entre le moment où il a été exclu de la vie politique et aujourd'hui où tu fais ton retour? Tu peux nous faire un petit historique de ces quelques années? Oui, oui, bien sûr. Ben, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Il s'est passé que je ne pensais pas que la réaction du système serait aussi impitoyable. C'est-à-dire qu'en sortant du Parlement, j'ai subi un bannissement et un ostracisme, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, total, que ce soit professionnel, que ce soit social. J'ai totalement été exclu de la société, en fait, hein, puisqu'on a fait de moi un citoyen de seconde zone. Ça a été très difficile parce que il a fallu trouver une nouvelle voie professionnelle parce qu'ils ont bloqué l'ensemble de mes comptes bancaires et donc depuis lors, je ne sais plus avoir de compte bancaire, que ce soit privé ou professionnel. Ça demande énormément d'adaptation, hein, il faut tout le temps réfléchir, tout le temps essayer de contourner. Il y a tout le temps des difficultés à surmonter. Bon, ça m'a appris énormément de choses, hein. Mais je ne serais pas là aujourd'hui si l'État ne m'avait pas ostracisé de cette manière-là. Parce que grâce à cet ostracisme, je me suis tourné vers la crypto-monnaie pour pouvoir continuer à faire vivre ma famille. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors je sais, il y a des gens qui me soutiennent, mais à chaque fois, quand on leur parle de crypto-monnaie, ils sont là en train de râler, de crier, de rouspéter. Ça me fait mal. Parce que sans elle, sans cette technologie, je serais aujourd'hui sous un pont et je n'aurais pas su faire continuer à faire vivre ma famille. Et grâce à cette technologie, j'ai trouvé ce qui m'a permis aujourd'hui de revenir en politique, non pas pour dire ce que j'ai dit il y a maintenant entre 15 et 10 ans, mais pour proposer une autre voie. Et c'est une démocratie participative basée sur la technologie blockchain. Donc, vous voyez, dans la vie, en fait, et c'est certainement ce qui doit enrager l'État, c'est qu'on a beau me taper dessus, on a beau essayer de me détruire, je n'en reviens que plus fort. Et le déclic fut une perquisition que nous avons subie, ma famille et moi. Et cette perquisition s'est particulièrement mal passée. Ça a eu un impact énorme sur ma famille, sur mon épouse, même sur ma fille. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça fait maintenant, à l'époque, c'était en 2023. Je dis, ça fait maintenant presque 10 ans que je ne suis plus député et on continue à me considérer comme tel, à me faire subir tout ce que l'on me fait subir et je suis tout seul dans mon coin, en fait. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut que ça change. Je vais revenir en politique parce que quitte à être euh, maltraité, ben autant pouvoir maltraiter l'État soi-même également, avec un mouvement autour de moi qui peut véritablement porter préjudice au système qui est en place. Et j'en ai marre en fait de subir tout seul dans mon coin et de fermer ma gueule parce que euh, je voyais encore aujourd'hui hein, des articles dans la presse en Belgique sur l'opposant russe
que soi-disant Poutine aurait empoisonné. Écoutez, moi, ça m'énerve parce que moi, je suis ostracisé dans mon propre pays depuis 10 ans. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas un seul journaliste qui s'est décidé à dire c'est quand même incroyable que dans une démocratie telle que la Belgique, un ancien député puisse être privé de compte bancaire, être dans l'incapacité de travailler normalement, de subir en permanence des perquisitions. J'ai une instruction sur le dos qui court depuis 10 ans. Qui a une instruction qui est ouverte sur lui depuis 10 ans? Ça n'existe pas. Tout ça, c'est pour faire vivre véritablement un enfer à la personne qui le subit. Bien sûr. Des pressions psychologiques. Et bon, puisque personne ne le dénonce, eh ben je reviens et je vais tout dénoncer. Et il y a énormément de choses à dénoncer, puisque on parle beaucoup de l'affaire Epstein aujourd'hui. Nous en avons connu une d'affaire Epstein. La grosse différence, c'est que la Belgique l'a étouffé. Bon, tu as prévu un garde du corps? C'est Dieu, mon garde du corps. Laurence, je suis curieux de... À la fois, je ne suis pas surpris par ta démarche, parce que la perception que j'ai de toi à travers toutes les discussions que nous avons pu avoir ensemble m'ont toujours donné l'impression que tu étais quelqu'un de fort, de volontaire et particulièrement sensible à l'injustice. Donc, je ne suis pas surpris de te retrouver là avec Laurent Louis. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a provoqué le déclic et le pourquoi de ta démarche? Alors, il n'y a pas eu de déclic, c'était une évidence. Quand moi j'ai commencé à être persécutée par le système, c'était il y a bien moins longtemps que pour Laurent. Hein. Ça a commencé en 2022 quand j'ai simplement demandé qu'on fasse un arrêt sur image et en crise entre guillemets sanitaire, qu'on recommence à soigner les gens. Et pas par téléphone, et qu'on se souvienne que tous les médicaments ont des effets secondaires, même quand on les a étiquetés de vaccins. À partir de là, je me suis quand même demandé ce qui se passait dans ce monde. Je me suis dit qu'il y avait un problème. J'ai tiré sur le fil et j'ai trouvé que tout était lié. Et à partir de là, je me suis dit, mais que peut-on faire? Ce fait que j'ai eu l'occasion d'écouter aussi Laurent, d'entendre qu'il parlait de crypto-monnaie, de m'y intéresser parce que on essaye tous de trouver comment ne pas se faire rattraper aussi au niveau économique, bien sûr, hein, parce que le harcèlement que Laurent a subi, moi j'ai toujours le droit d'avoir un compte bancaire, mais par contre, j'ai pas été épargnée financièrement parlant non plus, et par tout un tas de mécanismes, ils sont arrivés à m'affaiblir économiquement parlant. Donc, j'ai d'abord été voir Laurent pour qu'il m'explique qu'est-ce que c'est que cette crypto-monnaie. Je ne comprends rien à la blockchain. Et petit à petit, on a sympathisé. Et moi, ce qui m'a fait vraiment reconnaître en Laurent un frère d'âme et d'armes, ce sont ses valeurs et surtout au niveau de sa famille, la profonde bonté de Laurent, le profond attachement à sa femme et sa fille. J'ai senti que c'était quelqu'un d'honnête et il apportait cette solution qui m'a paru complètement logique. Et je me suis dit, ben voilà, à partir du moment où je sens au fond de moi que c'est quelqu'un de bien, que nous avons les mêmes valeurs, et que lui, il a une solution et une expertise que je n'ai pas, mais que je suis tout à fait prête à écouter, ben on y va. Vous connaissez le tableau, si j'ose dire, puisque vous vivez dedans. La Belgique est un pays fragmenté, divisé en Flandre, Wallonie et Bruxelles qui est bilingue. Vous avez des problèmes économiques, des problèmes sociaux, une grande colère sociale qui ne parvient pas à s'exprimer librement parce que la répression est aussi très dure en Belgique. Cher Laurence, vous mettez les pieds dans les ruines d'un monde qui, s'il n'est pas encore effondré, ne va pas tarder à s'effondrer. Comment vous allez réparer tout ça? En redonnant le sourire aux Belges, déjà, en leur montrant qu'une autre voie est possible, qu'un autre chemin existe. Les partis politiques ont
ont créé une forme de stagnation. Il n'y a plus rien qui se passe, en fait. J'en arrive aujourd'hui à constater sur les réseaux sociaux que les Belges, et peut-être aussi les Français, ne savent plus rêver. Et quand une population ne sait plus rêver, il y a un véritable problème en profondeur. Parce que sans le rêve, rien n'est possible. Aucune évolution n'est possible. Si on ne rêve pas, rien ne change. Et c'est ce que nos politiciens ont mis dans la tête des gens. On ne peut rien changer. La démocratie, c'est d'office telle qu'elle est, elle ne bougera pas. C'est des partis politiques qui décident et qui représentent une population que l'on estime trop bête que pour décider. Surtout, l'Europe, on ne bouge pas. La Belgique ne saurait pas vivre sans l'Union européenne, bien sûr. Et c'est comme ça pour tout. On ne bouge plus, c'est un immobilisme. Et cette absence de rêve, elle permet en fait au système de perdurer. Parce que forcément, si on ne met pas en place des réformes et même des révolutions, quelle que soit la forme que l'on puisse donner à cette révolution, puisque dans révolution, il y a évolution chez nous, c'est très important pour nous. Tout ce que nous proposons est une évolution normale de la société. C'est un progrès, en fait, vers lequel nous devons tendre. Et donc, voilà. Moi, je reste positif. Ma mission, et celle de Laurence également, c'est de redonner le sourire aux Belges, de leur faire reprendre la confiance en eux-mêmes, de dire à chacun qu'on est capable de grandes choses, qu'on peut tout changer et surtout de réapprendre à rêver. Moi, ma question, c'est justement, elle s'adresse à vous deux, c'est de savoir est-ce que pour votre projet politique, vous n'allez pas devoir justement revenir sur des épisodes sombres de l'histoire de Belgique. Nous avons connu en Belgique 2 grandes histoires criminelles, comme vous l'avez très bien dit, hein, l'affaire du Trou et les tueries du Brabant. J'ai très suivi les 2 dossiers. Bon, les tueries du Brabant, j'avais 5-6 ans, mais mon papa travaillant en tant qu'employé au tribunal de Nivelles, là où l'enquête était menée, c'est quelque chose dont j'entendais parler en permanence. Et nous vivions dans cette atmosphère. Mes parents, nous n'allions jamais faire de courses au magasin un vendredi soir, par exemple, de peur de se faire massacrer. Mais bon, voilà. Et donc, ces 2 histoires, ces 2 dossiers ont abouti sur du néant, en fait. C'est-à-dire que les 2 dossiers ont été étouffés, carrément étouffés, on peut dire cela. Et donc, ça veut dire beaucoup sur l'état du pays. Notre dossier Epstein, nous l'avons eu, hein, c'est le dossier du Trou. C'est-à-dire que nous avons retrouvé dans la cage de Marc Dutroux à Marcinelle, donc là où ont été séquestrées les fillettes, 6000 traces ADN. 6000 traces ADN, normalement, dans un pays logique, on se dit on va les analyser, on va faire des recoupements. On fait bien des analyses ADN pour de simples cambriolages. Mais chez nous, non. Non. On a décidé que ça coûterait beaucoup trop d'argent. Hein. Donc, premièrement, on a endormi la population en divisant l'affaire du Trou en 2 dossiers. Le dossier, entre guillemets, du Trou et puis le dossier bis. Et on a évidemment mis les 6000 traces ADN et toutes les cassettes vidéo retrouvées chez Marc Dutroux. Alors, on a tout mis dans le dossier bis. Alors, on a dit, on va d'abord juger Marc Dutroux, mais puis on vous le promet, hein, on va s'attaquer au dossier bis, il n'y a pas de problème. Ils ont jugé Marc Dutroux, ils ont considéré que c'était un prédateur isolé, et puis le dossier bis, il était au frigo. J'ai tenté, quand j'étais au Parlement, de le faire réouvrir. On peut dire que la population est tombée dans le panneau, puisque moi, je venais avec une intention noble, mais on m'a fait passer pour une ordure qui prenait plaisir à vouloir montrer des photos d'autopsie d'enfants décédés, alors que moi, j'utilisais ces photos d'autopsie de Julie et Mélissa pour démontrer que la théorie du prédateur isolé ne tenait pas la route, puisqu'elles avaient subi des violences sexuelles, alors que le soi-disant prédateur isolé, Marc Dutroux, était en prison. Alors, il a certainement beaucoup de défauts, Marc Dutroux, mais je ne crois pas qu'il puisse être en même temps en prison et dans sa maison pour violer des enfants. Ça, il y a un problème à un moment donné.
Et donc, ce qui est étonnant dans cette histoire, et je suis désolé d'être un peu long sur ce passage, mais c'est un dossier C'est tellement très important. C'est très important. c'est que C'est important. tous les autres prévenus, condamnés, sont sortis de prison après seulement quelques années. Et Michel Martin a fait des études de droit qui ont été payées par l'État belge, et elle est aujourd'hui logée, mais certainement elle est certainement en concubinage avec un ancien magistrat qui est Christian Pagné, qui est mon ancien prof de droit à l'université. Christian Pagné, qui est aussi un des anciens cadres très importants du PTB. PTB qui se présente en Belgique comme le parti qui va tout solutionner, le seul et unique parti d'opposition qui a un des cerveaux qui a permis la libération de Michel Martin et qui l'héberge aujourd'hui et qui lui a permis d'être avocate. Est-ce que c'est pas une honte d'avoir une personne comme Michel Martin avocate? Mais moi, ça me fait vomir une situation pareille. Je vis dans un pays où la femme qui a livré Julie et Mélissa à leur bourreau, parce que c'est elle qui les a livrés, représente la justice, travaille dans la justice, est une de ces petites mains de la justice. Ça vous montre quoi? Que tout se tient en fait. Il y a un énorme système pourri dans ce pays où, par des liens, par la franc-maçonnerie aussi, il faut bien le dire, parce que c'est ça qui permet aussi de travailler de cette manière-là. Quand je parle de Monsieur Pagné, la franc-maçonnerie, on est en plein dedans, voyez-vous, comme par hasard, bien évidemment. Et donc, on protège certaines personnes, on étouffe des dossiers, et le pire aujourd'hui, c'est il me semble, on me dit, en tout cas de ce que je peux obtenir comme information, c'est que l'ensemble du dossier Bis Dutroux aurait été détruit. On aurait détruit les cassettes vidéo et on aurait détruit les traces ADN. Ça veut dire que 6000 traces ADN, vous imaginez, et on parle donc de poils, de sperme, de sang, ce n'est même pas quelque chose d'assez anodin de retrouver dans une cave d'une maison. Surtout d'un homme comme Marc Dutroux, dont on a retrouvé dans l'agenda, dans le carnet d'adresses, les numéros de téléphone de certains politiciens, dont le fameux Elio Di Rupo, qui fut ma cible à l'époque puisqu'il était Premier ministre. Et donc, je ne pouvais pas me taire dans de telles circonstances. Et c'est ce qui explique pourquoi j'ai eu tant de prises de position à ce sujet-là et que j'ai fait de la lutte contre la pédocriminalité un des points les plus importants de mon combat politique. Et voilà, toutes ces traces, on les aurait aujourd'hui détruites. Ça, si c'est vrai en tout cas, je ne comprends pas comment le peuple belge peut accepter ça et ne pas réagir. Et c'est abominable. Si on est capable de couvrir des assassins d'enfants, mais comment voulez-vous espérer que notre situation en tant que peuple, en tant que citoyen puisse s'améliorer? C'est impossible. À l'époque, vous étiez en avance. Votre mouvement arrive au bon moment pour peut-être effectivement réveiller l'opinion publique belge. Vous avez un boulevard qui s'ouvre devant vous et j'espère que vous allez être encore plus audacieux qu'à l'époque. Je vais tenter. Vous avez Dr Kayser avec vous maintenant. Alors, exactement. Un duo de choc pour pouvoir mener ce combat. En tout cas, on y croit beaucoup avec Éric. Et je suis tout à fait d'accord, les gens ne rêvent plus assez, les jeunes n'ont plus d'espoir, n'ont plus d'avenir. Moi, en tant que médecin, je suis toujours très, très préoccupée qu'on supprime l'espoir aux gens et qu'on dise vous n'aurez jamais d'enfants ou vous ne pourrez pas guérir de votre problème. Et ici, c'est à l'échelle de nos vies, à tous, de dire on ne peut pas changer le système, c'est comme ça. C'est normal, tout changement fait peur. C'est normal qu'il y ait une grosse force d'inertie, mais je pense qu'ici, nous sommes suffisamment nombreux maintenant pour faire la différence et pour arriver à faire entendre que oui, il y a une solution, que cette solution, elle est concrète, elle est assez simple en fait. Il suffit d'oser la saisir. Il faut d'abord commencer par vraiment oser l'idée
de ne plus avoir de parti, de ne plus avoir besoin de parti, ni de parlementaires, de vraiment se saisir de cette opportunité qu'est la technologie blockchain et notre autre idée très innovante apportée par notre ami Salvi, qui est la microtaxe, pour que justement les Belges puissent recommencer à baisser un petit peu en pression, à respirer, à s'autoriser à avoir des vies autres que des vies de labeur, et pourquoi pas faire des émules à l'étranger, montrer un exemple. Ces solutions que nous apportons, elles sont applicables à tous les autres pays, évidemment. On veut révolutionner la démocratie, mais on veut également révolutionner la fiscalité. Supprimer toutes les taxes qui existent et les remplacer par une microtaxe. Cette microtaxe, en fait, c'est une taxe sur les transactions financières de 0,4% à chaque transaction. Ça permet d'avoir des sources de revenus pour l'État beaucoup plus importantes que celles d'aujourd'hui. Et ça permet de créer ce qu'on a appelé un revenu citoyen qui permet en fait d'offrir à chaque Belge de la naissance jusqu'à la mort, cumulable avec les salaires, avec les retraites, un revenu de 1 350 euros. C'est totalement révolutionnaire. Alors, les gens ne peuvent pas imaginer ça. Ils ne peuvent pas penser que ce soit possible. Ils pensent que je suis le démago numéro 1 et que c'est sorti de ma tête pour essayer de faire du populisme et d'attraper des voix. Mais c'est la grosse différence quand un État décide de travailler pour les intérêts de ses concitoyens et non pas pour participer en fait au désordre mondial comme c'est le cas aujourd'hui. La Belgique est un pays riche, la France également. Le problème, c'est que nous versons énormément d'argent à l'Union européenne, à l'OTAN, à l'ONU. Je vais même plus parler de l'Ukraine parce que c'est un tel scandale que c'est totalement honteux l'argent qu'on a dépensé là-bas pour rien, pour simplement servir la corruption et obtenir des rétrocommissions. C'est un des plus grands scandales financiers de ces dernières années. Mais à partir du moment où on met les ressources de l'État à la disposition de la population exclusivement, parce que je le redis, le devoir d'un responsable politique, c'est de défendre sa population. C'est pas d'aller faire le bien dans le monde entier, c'est de défendre sa population. C'est pour ça qu'il est à cette place-là. Eh bien, quand on travaille dans cet intérêt-là, on peut véritablement dégager des fonds importants. On ne paye plus des députés, on ne paye plus de partis politiques, on ne paye plus rien de tout cela et on donne de l'argent aux citoyens. On garantit un logement pour tous. Il est intolérable de voir des SDF dans nos rues. Je viens d'une commune dans le Brabant wallon, c'est une province très riche. Il y a 10 ans d'ici, il n'y avait pas de sans-abri dans une ville comme Nivelles, qui est une ville d'environ 28 000 habitants. Il n'y avait pas de sans-abri. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a une dizaine au moins qui doivent dormir dans les halls d'entrée d'immeubles. Ça ne se voyait pas auparavant. Ce ne sont pas des immigrés, ce ne sont pas des sans-papiers, ce sont des Belges qui n'ont plus aujourd'hui les moyens de se payer un logement, qui n'ont même plus pas les moyens d'avoir une voiture dans laquelle dormir, parce que ça aussi, il y a beaucoup de Belges aujourd'hui qui doivent dormir dans la rue parce qu'ils n'ont pas accès au logement. Eh bien, ça ne peut pas exister. Tout comme il ne peut pas exister de situation où nous avons des personnes qui sont à la retraite et qui n'ont rien dans leur frigo parce qu'elles doivent faire attention à tout après avoir travaillé toute leur vie. C'est intolérable. Et tout ce business sur les maisons de repos, un véritable scandale. On demande des 2 000, 3 000 euros par mois pour loger des personnes dont on ne prend même pas soin, qu'on ne respecte pas et qui n'ont presque rien à manger dans leurs assiettes le midi. C'est intolérable. Avec Révolution, tout cela n'existera plus. Parce que tout simplement, ce sera le citoyen qui sera au centre de toutes les préoccupations. Et après, on s'occupera de la générosité. Parce qu'aujourd'hui, c'est une générosité mal placée. Bien entendu, le projet est aussi, puisque nous voulons le bien des citoyens, que chacun puisse décider s'il pense que ses enfants et eux-mêmes doivent être vaccinés ou non. Donc, liberté totale à ce niveau et plus d'obligations en aucune manière. Et bien entendu, nous allons aussi nous attaquer à tout ce qui est copinage, y compris copinage de loges, de la franc-maçonnerie ou du sionisme. C'est un grand chantier.
Mais Laurent, en t'écoutant, je pensais à notre ami Étienne Chouard, et je serais curieux de vous réunir ensemble dans une même émission, car je pense que la réflexion d'Étienne peut-être alimenter la tienne. Ah, écoute, Étienne, je le connais depuis 2011. Euh, il a changé ma manière de voir la politique. Ma rencontre avec Étienne Chouard est un des grands chamboulements de ma pensée, de mes positions politiques. Depuis lors, j'ai déposé au Parlement, ça doit être en 2012, une proposition de loi pour supprimer les partis politiques et instaurer le tirage au sort des députés. Donc c'est quelque chose que je connais bien. J'ai participé à quelques assemblées constituantes qui existent sur le modèle de ce que Étienne a mis en place. Mais à un moment donné, je suis confronté à la réalité. C'est-à-dire que j'ai été à ces assemblées, c'est bien, les gens se réunissent, mais c'est très difficile d'avancer concrètement. Parce que la mise en place d'une démocratie participative de cette manière-là est extrêmement complexe. Et il y a aussi une chose, c'est que je ne pense pas, et je ne crois pas au tirage au sort finalement, parce que à partir du moment où l'on va désigner, même par tirage au sort, des députés pendant une période de 2 ans, je sais comment fonctionne le système. Les lobbies les auront déjà corrompus le lendemain de leur désignation. J'ai voulu trouver en fait un développement moderne à l'idée d'Étienne. En fait, c'est le combiné des deux, ce que nous proposons avec Révolution. La base, c'est la démocratie participative d'Étienne Chouard. Et d'ailleurs, Étienne est informé de Révolution et il m'a dit qu'il soutenait le projet, et j'en suis d'ailleurs très très fier, qu'il viendrait faire des conférences en Belgique si on lui demandait le moment venu, et donc j'en suis très heureux. Et donc, il y a l'idée de base d'Étienne, et puis il y a mon expérience à moi par rapport à la crypto-monnaie, mais aussi à la technologie blockchain. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que cette technologie blockchain, c'est elle évidemment qui permet la mise en place de crypto-monnaies, mais elle permet bien plus que ça. Elle permet en fait la mise en place de ce qu'on appelle des contrats intelligents, smart contracts en anglais, et qui permet en fait de se passer d'intermédiaire. Et quand je dis ça, se passer d'intermédiaire, on comprend qu'on peut l'appliquer au niveau politique, parce que nos députés ne sont, dans une démocratie représentative, normalement que des intermédiaires. Bon, ils ne le sont même plus, hein, parce qu'ils ont dépassé ce stade-là. Hein, ils ont outrepassé leurs compétences. Mais si on peut se passer des intermédiaires grâce à la blockchain, on peut utiliser cette technologie pour changer notre démocratie et instaurer une démocratie participative où sur son téléphone, les gens vont pouvoir proposer, amender, voter des lois, tout ça sur base de référendum d'initiative populaire et nommer aussi le gouvernement. Révoquer les ministres s'ils ne font pas bien leur travail, avec une jauge, par exemple, à côté de la personne qui est désignée ministre de l'Intérieur ou ministre des Finances. Et là, on va véritablement investir les gens dans la politique au quotidien. En plus, le système permet de rémunérer les personnes qui participent régulièrement au vote, qui suivent la vie politique du pays. Plutôt que de payer des députés, on peut très bien rémunérer les gens. Je n'ai pas dit que ce serait des fortunes, mais au moins ce serait un montant symbolique. Donc voilà, c'est la synthèse parfaite entre l'idée géniale d'Étienne Chouard et puis mon expérience de survie face à l'ostracisme via la crypto-monnaie et donc l'apprentissage de cette technologie blockchain, puisqu'en 10 ans, je suis quand même devenu expert. Aujourd'hui, je donne des cours au sein d'un club qui s'appelle HiveTech, où je donne des cours sur la technologie blockchain, sur la crypto-monnaie, et je pense que c'est très intéressant. J'ai développé aussi une épargne souveraine qui permet aux gens de retirer leur argent des banques sans prendre de risques, tout en pouvant continuer à utiliser leur argent comme s'il était à la banque, en fait. Sauf que là, ils n'ont plus de billets de banque parce que les gens pensent toujours que les espèces, il faut absolument les protéger. Je suis mal placé pour ça, puisque moi, si j'avais des espèces, on m'aurait tout pris.
Donc, moi, forcément, j'essaie de voir plus loin. Et donc, pour moi, avoir des billets de banque qui appartiennent à une banque, qui sont fabriqués par des États, ne m'intéresse pas. C'est pas ça la liberté. Par contre, une monnaie que j'ai sur mon téléphone qui n'appartient qu'à moi, où je suis mon propre banquier, où je ne réponds à aucun ordre ou à aucune question où on me demande ce que je fais avec mon argent, là, ça m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que je me suis investi dans cette voie-là. Je me permets de t'interrompre, Laurent, parce que justement, c'est très important ce que tu viens de dire. Je vois dans le chat cette méfiance qui revient sans arrêt. Le Bitcoin est une arnaque, c'est la crypto-monnaie, c'est le piège de l'état profond pour nous tenir, etc. Et donc, je pense que ce serait pas mal que peut-être tu prennes encore 1 ou 2 minutes pour nous expliquer pourquoi ça n'est pas le cas. Mais tout simplement parce que on m'a empêché de faire tout et n'importe quoi. J'ai essayé de me redéployer dans différents secteurs. J'ai essayé de développer un commerce dans des maillots de football. Vous voyez, c'était très loin. Ça, on m'a empêché aussi. J'ai essayé de travailler dans les pompes funèbres. Ça aussi, ça n'a pas été possible. J'ai essayé de travailler en tant que coach. Tout ça, on m'a empêché de le faire. J'ai essayé de faire courtier en assurance. J'ai passé mon diplôme, j'ai eu mon certificat. On m'a empêché d'exercer. La seule chose où on n'a pas pu m'empêcher de vivre, c'est dans la crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que c'est un système décentralisé. C'est le seul système aujourd'hui qui soit décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une société qui détient Bitcoin. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Et donc, forcément, s'il n'y a pas une société qui détient ou qui gère la blockchain en question, on ne peut pas interdire une personne. On ne peut pas l'exclure de facto. En plus, cette méfiance par rapport à la crypto-monnaie, j'avoue, j'ai du mal à la comprendre. Alors évidemment, il faut toujours faire attention. Il y a beaucoup d'arnaques dans la crypto-monnaie. On est d'accord. C'est technique. Il faut être encadré. C'est pour ça que je propose des formations et un accompagnement personnalisé. C'est toutes ces choses que je fais aujourd'hui en tant qu'activité professionnelle. Mais nous avons là un cadre de liberté extraordinaire parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus de contrôle sur ce que vous faites avec votre argent. Vous êtes totalement libre. Alors on me dit oui, mais c'est dangereux, on peut pirater, etc. Ça n'existe pas. On n'a jamais piraté une seule blockchain aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'une blockchain, ce sont des ordinateurs qui sont en réseau, des milliers d'ordinateurs qui sont en réseau. Et quand on parle de blockchain, ce sont donc des chaînes de blocs. Pour modifier une blockchain, il faut modifier tous les blocs. C'est totalement impossible. Ça voudrait dire pirater tous les ordinateurs et en plus, quand on a piraté tous les ordinateurs, parvenir à faire le changement. Sauf que le système de la communauté va intervenir et va s'en rendre compte tout de suite, puisque tout ça est public, transparent. Mais bon, c'est très technique. Mais le problème, c'est que les gens en parlent beaucoup de crypto-monnaie sans même avoir suivi de formation. Et donc, ils ont leur peur, leur certitude. Alors, beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi aussi. Moi, par exemple… Et les gens confondent numérique et virtuel. Beaucoup. Numérique beaucoup. Et virtuel. Numérique ne veut pas dire virtuel. Voilà, moi, je paye mon loyer. Tout ce que je paye aujourd'hui, je le paye à partir de la crypto-monnaie. Je peux vous avouer que mon propriétaire, il est bien content hein, et que ce n'est pas de la monnaie virtuelle, c'est de la réelle monnaie. Encore cet été, simple, hein, qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'améliorer le quotidien ? Pour moi, c'est la crypto-monnaie. J'ai par exemple acheté de l'Ethereum au mois de mai. J'ai triplé en quelques mois le patrimoine que j'avais mis là-dedans. Nous, on n'est absolument pas là pour faire la promotion de la crypto-monnaie. La seule chose, c'est que notre projet politique, il se base sur une technologie qui est à la base des crypto-monnaies, la technologie blockchain. Après, ce qui nous dérange, c'est, et moi, qui me fait beaucoup de mal, hein, ça je dois vous l'avouer, hein, ça me peine beaucoup, parce qu'en fait, avoir autant de réticence et rejeter à ce point la crypto-monnaie, c'est nier la souffrance que je vis depuis 10 ans. Et je vous le dis, j'ai du mal à le dire parce que c'est quelque chose qui est très compliqué de subir ça au quotidien et de devoir en fait trouver des astuces pour tout payer du matin au soir. Si j'ai pris 30 kilos, c'est pas pour rien. C'est pas par plaisir de bouffer de la malbouffe, pas du tout. C'est parce que ma vie est devenue un enfer depuis 10 ans et que je dois vivre avec ça et que
qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui me soutiennent, mais ils me disent que la crypto-monnaie, c'est de la merde, en gros. Mais moi, je serais plus là sans elle. Donc, à un moment donné, dire ça, c'est nier toute cette souffrance que j'ai depuis des années à devoir surmonter et contourner le système. Tout comme je ne veux pas imposer la mise en place de la crypto-monnaie ou la généralisation de la crypto-monnaie, je ne veux pas imposer la démocratie participative. Elle doit se développer dans la tête de nos concitoyens. Les citoyens doivent comprendre que c'est possible, que cette technologie est là, que cette application existe et qu'elle peut être mise en œuvre dès demain s'ils le souhaitent. Donc, à court terme, vous, donc, vous allez vous présenter aux prochaines élections. Évidemment. Moi, je dirais qu'en ce qui concerne la crypto-monnaie, pour ne pas noyer les gens, Laurent, tu peux expliquer, effectivement, comme tu l'as fait avec moi, que la crypto-monnaie t'a permis de rester libre dans un monde où on voulait absolument t'enchaîner par tous les moyens possibles et imaginables. Alors, l'idée, ce n'est pas effectivement de l'imposer aux autres, mais c'est par l'exemple qu'on arrive à convaincre. Et quand tu expliques effectivement la crypto-monnaie, t'a permis d'échapper à la clôture de tes comptes bancaires, à comment dirais-je, à ta mort sociale et économique. Ça a été ta bouée de sauvetage. Mais j'en viens au fond de ma question. Ça, c'est un aspect important. L'aspect monétaire, évidemment, est un aspect important. Mais la Belgique est l'un des rares pays qui a pu vivre plus de 500 jours, 541 jours de mémoire, il me semble, en 2010-2011, sans gouvernement. Et le pays a continué à fonctionner quand même. Les indices économiques fonctionnaient. Le pays fonctionnait. Et on s'est tous dit à ce moment-là, finalement, un pays peut fonctionner sans gouvernement. La preuve, la Belgique. Et après la Belgique, il y a eu l'Espagne. Mais toi, dans le diagnostic que tu fais de la situation actuelle de la Belgique, de ton pays, quels sont pour toi les 3 problèmes prioritaires à résoudre? Si on change les domestiques sans changer les maîtres, rien ne changera. Alors toi, ton diagnostic à toi, c'est quoi? Et quelles sont les 3 priorités pour remettre ce pays debout? Alors, la Belgique a bien fonctionné, mais il y avait un gouvernement en affaires courantes. Donc, il y avait toujours des ministres à interroger. Il y avait quand même toujours un ministre qui gérait chaque département. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense pas qu'on puisse faire sans gouvernement en tant que tel, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse représenter les différentes institutions et puis qui puisse être aussi l'image de la Belgique sur la scène internationale. Les 3 choses à changer. La première chose, c'est de combattre les castes qui créent de l'inégalité entre les citoyens, c'est-à-dire combattre et interdire la franc-maçonnerie, la considérer comme une entité sectaire et la mettre sur les listes des organisations sectaires. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est revoir évidemment sur cette base-là toute la presse. Donc revoir tout ce qui est, il faut plus qu'il y ait les subventions, les politiciens qui participent au bureau d'administration des grands organes de presse, tout ça, ça ne doit plus exister. Il faut une presse totalement indépendante. Mais il faut aussi, dans un système totalement changé, comme nous voulons le mettre en place, une presse d'État qui donne les informations telles qu'elles sont aussi, qui soit objective. Une presse populaire. Et 3e chose, c'est retrouver la souveraineté du pays. Donc ça implique la sortie de l'Union européenne via ce que nous appelons le Belexit et la sortie de l'OTAN pour sortir de l'axe du mal et peut-être pourquoi pas un rapprochement avec les BRICS pour changer de partenaire parce qu'on nous fait croire que voilà notre monde se résume à l'Union européenne. 13% de la population mondiale, alors que les BRICS, c'est 54% de la population mondiale. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Mais je pense que ça, c'est le plus important. Créer un pays où tout le monde est égalitaire, où il n'y a pas
quand on se retrouve devant la justice, on sait qu'on ne va pas perdre parce qu'on se retrouve face à un avocat qui est franc-maçon et que le juge l'est aussi. Très important. Il faut une presse libre pour que la population puisse être bien informée. Et c'est aussi capital pour qu'elle puisse bien prendre des décisions au niveau politique, puisque c'est la population qui prendra toutes ces décisions. Alors, je sais que c'est difficile de s'imaginer tout ça en une seule fois, mais il y a un processus qui se met en place. On ne va pas d'un coup de baguette magique changer la Belgique. Hein. Il y a un état de transition dans ce que nous proposons de toute façon. Et idem pour sortir de l'Union européenne, ça nous prendra 2 ans via l'activation de l'article 50 du traité. Donc, il y a un mécanisme qui se met en place et petit à petit, eh bien, l'objectif c'est ça, c'est d'avoir un comité en fait qui va reprendre la Belgique en main et ce comité, petit à petit, va mettre les choses en place et puis se retirer. C'est pour ça que le mouvement Révolution, il a vocation à s'autodétruire. C'est prévu dans nos statuts, c'est prévu dans notre programme. Nous ne voulons pas devenir le parti unique de la Belgique, encore ce serait ni de la partie francophone du pays. Non, pas du tout. On veut tout simplement se dissoudre à partir du moment où les choses auront été mises en place et qu'un cadre aura été instauré. Philippe Moreau, oui. Mais on est là dans le paroxysme du copinage. Philippe Moreau a mis tout un système en place dans sa commune de Molenbeek, qui est malheureusement mondialement connu, mais faussement, en fait, pour des mauvaises raisons, où tout fonctionne à partir d'appui politique, en fait. Vous parlez de franc-maçonnerie et Laurence a évoqué l'emprise sioniste. Justement, c'est quelque chose que vous aviez eu le courage d'évoquer à l'époque. Moi, je pense qu'il y a effectivement une emprise sioniste sur la Belgique indubitable. C'est pas par hasard que les couleurs du MR sont le bleu, blanc-bleu, parce que c'est vraiment le parti de Tel Aviv. Donc, sur ce plan-là, et là c'est très concret, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, qu'est-ce que votre mouvement va pouvoir faire pour dénoncer cette situation, cette emprise sioniste sur l'État belge? En fait, nous souhaitons rompre toute relation diplomatique et commerciale avec l'entité sioniste d'Israël, parce que nous ne reconnaissons pas l'État d'Israël. Pour nous, il n'existe dans cette région du monde qu'un seul pays, qui est la Palestine. Et donc voilà, on ne peut pas être plus clair que nous. Par contre, en Belgique, moi, ma volonté, et je suis très clair par rapport à ça, je ne fais pas un mouvement politique pour m'attaquer à un autre mouvement politique. Je ne suis pas opposé particulièrement au MR. Je suis opposé à tous les mouvements politiques qui se moquent de la tête des citoyens depuis des dizaines d'années. Lorsque l'on parle de sionisme, il n'y a pas que le MR qui doit être visé. J'ai eu des oppositions très claires avec un député qui s'appelle Georges d'Allemagne, qui est un gars mais véritablement détestable, un médecin, très méprisant, qui a toujours défendu Israël, qui a toujours défendu les faux régimes dans les pays africains, ces régimes de marionnettes qui répondent qu'aux ordres de l'Occident. Et lui, il fait partie du mouvement qui s'appelle les Engagés, c'est donc le mouvement centriste. Mais lorsque j'étais au Parlement, vous savez, la gauche a très facile de toujours montrer soi-disant qu'elle soutient la Palestine. Le Premier ministre Elio Di Rupo a toujours reçu avec tous les honneurs le Premier ministre israélien lorsqu'il venait en Belgique. Il n'a pas refusé de le rencontrer. Donc, vous voyez, pour moi, tous les partis politiques belges sont sionistes, si ce n'est évidemment le PTB. C'est la seule qualité que je peux reconnaître au PTB, c'est d'être antisioniste. Et vous, est-ce que vous voyez des convergences possibles entre vous et le PTB? Au-delà de ce. Oui, mais il n'y a pas de convergence possible avec des partis qui participent au système et qui se moquent de la tête des gens depuis des dizaines d'années. Donc non, et le PTB est un parti traditionnel qui n'a comme objectif que de donner de l'argent. Est-ce que des figures de ce parti pourraient vous rejoindre? Est-ce qu'on peut concevoir ça, par exemple? Oh, ils sont les bienvenus s'ils le souhaitent. Mais bon, là, on est vraiment dans la politique fiction. Non, pourquoi? Moi, je pense que… Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais moi, je pense que votre mouvement, à vrai dire,
Bon, vous avez des réserves sur Philippe Moreau, mais moi, sa fille, même si peut-être qu'elle a hérité d'un système sur place dans la commune où il se trouve, mais je sais que c'est aussi une députée, même si elle est du PS, qui a des valeurs, qui est patriote, je pense, qui est audacieuse, qui est aussi médecin. Elle est malade depuis, elle est mise en disposition depuis 2 ans. Elle n'exerce plus la fonction de bourgmestre, mais est payée comme bourgmestre alors qu'elle est malade, soi-disant. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Elle est peut-être vraiment malade, ça. Alors on démissionne de son poste si on n'est pas capable de l'assumer. Mais on ne prend pas le salaire en redésignant un bourgmestre faisant fonction qui reprend aussi le salaire en se disant, ben voilà, je suis quand même malade, ça n'empêche pas de faire du vélo dans les rues de Molenbeek. D'accord. Mais ça, moi, ce que je veux dire, moi, par rapport à votre mouvement, ce que je pense, je ne suis pas un spécialiste de toutes les personnalités de l'échiquier politique belge, mais pour y avoir consacré pas mal de temps et d'avoir étudié certains profils, notamment sous le prisme justement de l'antisionisme et disons je pense qu'il y a des personnalités qui pourraient quand même adhérer à votre mouvement de tous horizons d'ailleurs. Eh bien, on attendra de les juger à leurs actes, mon cher. On les attend, mais les carriéristes sont malvenus. Voilà. Priorité à la population. Eh bien, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière dans cette assemblée où convoquée pour lever l'immunité du député Laurent Louis, et j'aimerais que vous réécoutiez avec attention. C'est à partir de la 14e minute, Laurent. C'est juste après que le député néerlandophone a dû te faire la remarque d'être respectueux des lieux et de la démocratie. Tu te souviens? Ah, grand moment, surtout qu'après on a discuté ensemble, oui. Voilà. Alors on y va. C'est pour moi un devoir en tant qu'une nation que d'informer les citoyens des vices et des crimes commis par nos élus. C'est ce que je me suis contenté de faire. Alors c'est vrai, Di Rupo n'a jamais été condamné pour pédophilie, mais un nombre très important de plaintes ont été déposées contre lui pour de tels faits, toujours pour les mêmes faits. C'est bizarre, non? Comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le plus inquiétant, c'est que la destination a toujours été la même pour ces plaintes. La poubelle. Et c'est ça que je veux pointer du doigt. Les prétendues victimes étaient à chaque fois des criminels qui voulaient profiter de la notoriété de notre pauvre petit Elio. C'est tellement plus pratique de jeter le discrédit sur les victimes. En plus, quand on fait cela 5-6 fois et qu'on tourne les victimes en ridicule, on évite que d'autres personnes aient encore le courage de dénoncer les faits dont ils sont victimes. Pourtant, des PV, il y en a eu, comme celui de la police de Namur, portant le numéro 12-852/98, dans lequel est auditionné Jean-Marie Rulens, client de la boîte La Brique à Liège, qui déclare que Di Rupo s'y amusait avec des jeunes de plus ou moins 14 ans et qu'il les payait 15 000 francs, 375 € pour des gâteries, fellations et sodomies. L'audition de ce Rulens contient de nombreux détails. Il n'y a rien de farfelu dans ses propos. Et je peux même vous dire que j'ai moi-même rencontré un de ces jeunes qui fut jadis victime des pulsions sexuelles de Di Rupo. Cet homme qui a été violé, je suis désolé, c'est dur à dire, violé par notre Premier ministre alors qu'il n'avait que 14 ans. Cet homme est démoli. Il a été harcelé par le système pour qu'il se taise. Tout a été fait pour qu'il se fasse passer pour un fou. Et aujourd'hui, il a d'ailleurs été interné par la justice. Imaginez comme c'est pratique. Une note du parquet portant le numéro 37 66 11 75 28/96 indique aussi l'identité de 2 mineurs âgés de 13 et 14 ans. Ces jeunes confirment avoir eu des relations sexuelles avec Di Rupo. Un PV de la BSR de Wavre de 96 mentionne le témoignage de Madame Delnest qui s'inquiète auprès de la police de voir Di Rupo aller et venir avec des jeunes gens dans un immeuble voisin. La police n'effectuera aucune enquête de voisinage malgré que d'autres voisins confirmèrent les dires de Madame Delnest. Un rapport de la Brigade nationale de gendarmerie du 9 octobre 96 insiste également
sur les rapports spéciaux entre Di Rupo et de jeunes garçons. On y parle d'un jeune homme décrit comme le protégé de Di Rupo et qui a été retrouvé mort. Et les PV se poursuivent. Rapport de la BSR de Bruxelles, 3 décembre 96, qui relate des relations sexuelles entre Di Rupo et de jeunes garçons. Mais c'est clairement indiqué dans le PV. Vu la notoriété de Di Rupo, nous ne poursuivons pas. Est-ce qu'on doit accepter cela? PV de la police judiciaire de Bruxelles, portant le numéro 46-66-3 du 5 novembre 96, où le chauffeur de l'ancien ministre Graffé évoque des partous auxquels participait Di Rupo. Le nom de Di Rupo apparaît encore dans une note confidentielle de M. Demanet, procureur général de Mons, et Marchandise, procureur du roi de Charleroi, daté de 96. Pourquoi? Parce que les coordonnées de Di Rupo figuraient dans le carnet d'adresse de Jean-Luc Finet. Et qui est ce monsieur? Il a été inculpé à l'époque pour détention de cassettes pédopornographiques. Tiens, comme c'est intéressant. Di Rupo a également eu un accident de voiture lorsqu'il était en compagnie d'un jeune garçon à Sarre-la-Bouissière, à quelques mètres de la maison de Marc Dutroux. Mais comme par hasard. Mais moi, je suis désolé, je ne crois pas au hasard. Et il y a donc des PV, mais aussi de nombreux témoignages, un nombre impressionnant de témoignages auxquels on n'a jamais donné le moindre crédit, même lorsqu'ils venaient de policiers assermentés. Ainsi, en août 1989, Di Rupo était à l'époque député européen. Eh bien, à l'époque, 2 policiers communaux surprennent Di Rupo en bordure du Grand Large à Mons. Et avec qui? Avec un gamin de 12 ans et un gamin de 13 ans dans sa voiture. Les gamins avaient le bas du corps dénudé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont 2 policiers communaux assermentés qui ont eu la volonté de témoigner, mais leur hiérarchie communale les en a dissuadés. C'est ça le pays dans lequel on veut vivre. Alors de 2 choses l'une, hein. Soit Di Rupo est un homme persécuté, qui a de très nombreux ennemis, et l'on comprend mal comment cet homme a pu devenir Premier ministre, soit cet individu est un criminel qui profite de ses appuis et de ses fonctions pour violer impunément des enfants. Ce n'est pas... Voilà, ça pourrait durer encore longtemps parce que c'est un moment historique, je l'ai déjà dit à Laurent, et il me plaît à te réécouter, mon cher Laurent. Et je dirais que tes paroles sont plus d'actualité que jamais avec la diffusion et la divulgation d'une partie du dossier Epstein. Alors, tu as dû relever, comme moi, mon cher Laurent, que le nom de Dieudonné figurait dans les dossiers Epstein sous la plume de l'un des personnages les plus puissant du monde, qui est Madame Ariane de Rothschild. Madame Ariane de Rothschild, visiblement, est très intéressée par la politique française intérieure et entend y contribuer à sa manière, en l'occurrence en faisant taire ou éliminer tous ceux qui dérangent l'ordre établi. Quelle a été ta réaction quand tu as vu le nom de Dieudonné dans ces dossiers, Laurent? dont vous étiez proche d'ailleurs. Je n'ai pas été étonné par rapport à ça, parce que Dieudonné, oui, à ce moment-là, nous étions proches avant qu'il ne me fasse un coup tordu comme il en a fait beaucoup à d'autres personnes. Mais j'ai bien vécu cette période face de Dieudonné, 2014, c'est le grand succès de Dieudonné, et enfin, aidé aussi par l'oppression qu'il a subie de la part du gouvernement français et de Manuel Valls, qui est justement tellement loyal envers cette fameuse communauté dont on ne peut jamais parler, sous peine de se retrouver directement devant les tribunaux. Bon, ça ne m'étonne pas. Il fallait absolument le faire taire. On voit aujourd'hui la situation de Dieudonné. Alors, par rapport à Dieudonné, je vais être très clair par rapport à ça. Ne nous fâche pas avec lui, parce que c'est un ami. Non, il m'a fait du mal. Il m'a fait beaucoup de mal. Il a fait du mal à mon épouse. Il a humilié ma fille publiquement. Mais ça ne m'empêche pas de penser que Dieudonné
vit une situation extrêmement compliquée depuis une quinzaine d'années en gros, parce que tant qu'il était encore au théâtre de la Main d'Or, c'était pas trop compliqué. Bien sûr, il était mal perçu, bien sûr, il était critiqué, mais enfin, il pouvait encore exercer son activité dans des conditions décentes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il est intolérable, hein, soyons clairs, qu'un artiste soit censuré comme il est censuré et comme il est le seul à être censuré. Il est intolérable qu'il ne puisse pas produire ses spectacles. Et je le dis parce que j'ai quand même été son directeur de production pendant 2 spectacles mémorables à Metz et à Strasbourg en 2014. Et donc, ce qu'il vit aujourd'hui est totalement intolérable. Je voudrais lancer un message à Dieudonné, d'ailleurs, parce que je l'ai vu ces dernières années présenter des excuses à différentes personnes, même à la communauté juive. Je pourrais lui dire qu'il ne suffit que quelques mots à m'adresser pour qu'on puisse recollaborer ensemble, pourquoi pas, parce que je pense que quand on est à ce point ostracisé, comme il l'est, comme je le suis, eh bien, on doit travailler ensemble. Donc, s'il y a des excuses à faire, et je pense qu'il en a à faire, eh bien, je pense qu'il a les moyens de me les faire parvenir. Parce que on me parle beaucoup de Dieudonné et je pense qu'on me parlera toujours beaucoup de Dieudonné parce qu'on a un parcours qui est lié, même si nous n'avons pas été d'accord par rapport à son projet de la non-assurance. Il n'en reste pas moins que Dieudonné est un symbole de l'oppression médiatique et de la censure des artistes. Moi, je suis un symbole de l'oppression politique et de la censure politique. Et donc, on devrait travailler ensemble. Et je pense qu'il est plus intéressant pour quelqu'un comme Dieudonné de travailler avec moi que de travailler avec Francis Lalanne ou que d'essayer de faire des tralala et des excuses à la communauté juive qui ne lui pardonnera de toute façon jamais rien. Parce que cette communauté ne pardonne pas. Je vous interromps, Laurent. Moi, je pense qu'il est plus juste de parler disons, du lobby sioniste ou disons, parce que, à vrai dire, parler de la communauté, c'est à vrai dire, comment dire, c'est un peu généralisé. C'est vrai que ceux qui suivent le courant sioniste sont nombreux au sein de la communauté juive, c'est un fait, mais il y a beaucoup quand même, et de plus en plus, de personnalités de cette communauté qui osent très courageusement s'ériger contre la politique génocidaire de moi, ce que je considère être une secte, la secte sioniste. Et c'est comme ça que je la nomme. Donc, très bien, merci de l'avoir précisé. Je ne faisais que non, je tiens à dire la communauté juive parce que c'est envers la communauté juive que Dieudonné s'est excusé. Donc moi, Dieudonné n'a pas fait des excuses aux sionistes. D'ailleurs, on ne fait pas d'excuses à une idéologie politique. Donc il s'est excusé vis-à-vis de la communauté juive. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là. Donc voilà. Je voudrais juste un mot par rapport à la vidéo que vous avez montrée, parce que c'est important. On a des personnes aujourd'hui qui commentent cette émission et qui nous parlent du gouvernement belge actuel, de la majorité dans laquelle se trouve la NVA, donc le parti de Monsieur Jan Bon, qui avait pris la parole à cette occasion pour dire excusez-moi, tous les députés sont partis, nous restons, non pas parce que nous soutenons Laurent Louis, mais parce que nous estimons que dans un État démocratique, les députés ont l'obligation d'écouter leurs collègues lorsqu'ils s'expriment. C'est ça, donc vous avez soutenu, c'est bien ça, j'avais bien compris. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais le soutien va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'après, on s'est retrouvés, et là, on a discuté par rapport au contenu de l'exposé. Et Yann Yambon, qui est un homme très bien, sincèrement, quoi qu'on en dise, je sais faire la distinction, moi personnellement, entre l'homme politique, les idées politiques d'un mouvement auquel on appartient et l'homme que l'on est. Et Yann Yambon est un homme qui est droit, qui est juste et qui n'est certainement pas un défenseur des pédocriminels. Parce que Yann Yambon, à ce moment-là, qui n'était que simple député, chef de file de la NVA au Parlement, mais n'avait pas encore été ministre comme c'est le cas aujourd'hui, m'a dit eh ben, Monsieur Louis, nous n'étions pas informés de tous ces faits. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'il y avait autant de PV qui citent le nom de Di Rupo et toujours les mêmes faits. Vous nous avez révélé quelque chose dont nous allons tenir compte. Et il m'a dit, je vous promets
que plus jamais la NVA ne s'alliera avec le Parti socialiste et que plus jamais la NVA ne travaillerait avec quelqu'un comme Elio Di Rupo. Jusqu'à présent, la NVA a tenu promesse et a tenu sa parole. Elle ne s'est jamais alliée avec le Parti socialiste. Mais avec Charles Michel. Mais oui, c'est pas grave, mais Charles Michel n'est pas un pédocriminel. C'est pas un pédocriminel, mais c'est la tête de pont du sionisme en Belgique, quand même. Oui, mais le sionisme, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi, je suis là pour défendre certaines causes. Il y a des personnes qui me soutiennent et qui me respectent par rapport à quoi? Par rapport à mon combat contre les pédocriminels. C'est notre cas. Il ne faudrait pas que ces personnes qui me soutiennent aillent cracher sur les seuls qui ont mis un terme à cette situation où nous avions à la tête de notre pays un Premier ministre clairement pédocriminel et qui continue aujourd'hui parce qu'il a beau être de plus en plus vieux, il est toujours député européen et il fréquente toujours des clubs, le You à Bruxelles qui est extrêmement connu et il continue toujours à avoir des relations avec des jeunes hommes. Bref, pour moi, c'est extrêmement... la police en Belgique, Laurent Louis. Que fait la police? C'est possible. Oui. La police, elle est dirigée par le ministre de l'Intérieur, qui est de toute façon un politicien, et où elle est dirigée par le bourgmestre, qui est également un politicien. Donc c'est simple, hein. La police, elle agit aux ordres, mais elle n'ira pas au bout. Voilà. Vous avez aujourd'hui à la tête de la RTBF, qui est la chaîne nationale belge, l'ancienne ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet, hein, des engagés, qui a été poursuivi plusieurs fois, que ce soit pour du financement illégal de campagne électorale, l'utilisation de personnel du Parlement pour la campagne, comme ce qu'on reproche à Marine Le Pen, ou dont le fils a été impliqué dans des histoires de gangbang à l'école où il aurait violé une de ses condisciples. Et à chaque fois, c'est la même chose. Joëlle Milquet ou son fils n'ont jamais été renvoyés devant les tribunaux. Il y a à chaque fois eu des transactions pénales. Donc, on paye. On paye pour ne pas être poursuivi. Et c'est ça qui dirige la presse, le média national numéro 1 en Belgique, la RTBF. C'est abject, c'est intolérable. Donc, il ne faut pas s'étonner que la police ne fait rien. La police ne fait rien parce que tout simplement, elle est entre les mains d'un pouvoir politique qui se protègent les uns les autres. Voilà. Tu disais, par exemple, que Charles Michel est impliqué dans le sionisme. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Qui détient les mines de diamants au Congo? Oui, aussi. J'ai publié des articles comme ça qu'il ne m'a jamais pardonné. Georges Forest. Oui, Georges Forest, c'est lui qui a la main mise sur le diamant congolais. Il est marié avec qui, Georges Forest? La fille de Louis Michel. Bien sûr, bien sûr. André Flao, ancien président de la Chambre, il est aussi propriétaire de mines au Congo où on extrait du diamant. Donc, et le diamant, il va où? Il va à Anvers. Et où est-ce qu'il y a à Anvers aujourd'hui? D'où ma remarque, Laurent Louis, sur Yann Jambon. Vous avez en face de vous un révolutionnaire. Hein. J'étais un meneur du soulèvement tunisien. Et donc. Tiens, Philippe Moreau, là, tu non, Philippe Moreau, écoutez, Philippe Moreau, moi, je ne parle pas de son clientélisme dans sa commune. Moi, je vous parle sur les attentats. Je vous enverrai l'article et vous jugerez par vous-même qu'il a vraiment. D'ailleurs, il a très bien fait parce que quand il a eu le courage d'émettre des doutes, et c'est comme ça que j'ai connu notre ami Eric, quand il a eu le courage, parce qu'il fallait avoir à l'époque le courage d'émettre des doutes sur les attentats de Bruxelles, eh bien, je peux vous dire que aussitôt, il n'a plus jamais été attaqué par qui que ce soit. Tout simplement parce qu'il avait tout ce que tu as dénoncé, là, je l'ai dénoncé. Évidemment, je n'étais plus au Parlement à cette époque-là, mais j'ai été le seul à dénoncer les attentats sous faux drapeau qui ont eu lieu en 2015. Je l'ai dénoncé, tout comme mon avocat, qui est malheureusement décédé, Sébastien Courtois, a défendu de nombreux Belges issus de la communauté musulmane qui se sont fait piéger par la sûreté de l'État pour soi-disant partir à faire le djihad avec Daesh. Et tout ça était des opérations montées par la sûreté de l'État où la sûreté de l'État proposait de l'argent aux familles pour que les jeunes de Belgique aillent en Syrie
Combattre, exactement. On a connu la même chose. Je vous rassure, on a connu la même chose chez nous. Je suis extrêmement conscient de cette réalité-là. Je l'ai dénoncé. Mon avocat a fait aussi le nécessaire. D'ailleurs, je pense qu'il est tombé également du fait du sionisme et du Mossad, parce qu'il a été retrouvé mort chez lui alors que il était pas en excellente santé, mais enfin bon, comme n'importe qui mène un combat depuis des années. Et on était en plein dans les procès des attentats, justement, de 2015. Et donc, il était un des avocats des prévenus. Voilà. Donc, j'ai dénoncé tout ça. Mais simplement, il faut savoir faire la part des choses. Quand on parle de pédocriminalité, ça n'a rien à voir avec le sionisme. Donc, ce sont deux combats différents. Alors, j'ai quand même. Je suis pas tout à fait d'accord, hein, Laurent Louis. Non, je suis désolé. Le fait que nos dirigeants soient des détraqués sexuels, ça vient par rapport à l'ivresse du pouvoir. Oui. Après, forcément, qu'il va y avoir des personnes comme Epstein, c'est logique, mais on va avoir un discours qui ne va pas être acceptable. Donc, je dois m'auto-censurer par rapport à certains propos, parce que sinon, ça va être très dangereux. Donc, voilà, je pense que c'est un sujet sensible sur lequel on ne peut pas faire le lien entre les deux, parce que faire le lien entre les deux, c'est se retrouver devant le tribunal. Il est établi, vous savez, là Laurent Louis, moi je pense que vous ne prenez plus beaucoup de risques maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais non, Fawzi. Il prend déjà beaucoup de risques. Oui, non, il en prend déjà énormément. Alors, on ne va pas charger la barque avec ce sujet qui est… C'est un petit peu plus facile de tenir ce genre de discours quand on est en Tunisie. Là, en Tunisie, tu ne risques pas d'être poursuivi devant les tribunaux. Mais en Belgique, si je fais de lien entre les origines de Epstein et la pédocriminalité, non, ce n'est pas possible. Non. Donc moi, je crois que votre mouvement révolutionnaire va quand même devoir continuer à prendre des risques et dire la vérité sur ce que j'ai dit, sur les grands dossiers. Je pense que nous en prenons suffisamment quand même des risques en voulant interdire la franc-maçonnerie et en voulant rompre toute relation commerciale et diplomatique avec Israël. Il n'y a pas un seul mouvement politique, même pas en France, il n'y a pas un seul mouvement politique qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. Même la France insoumise de Mélenchon reconnaît l'État d'Israël. Révolution ne reconnaît pas Israël. Donc, je peux quand même considérer que nous sommes au summum de l'antisionisme. C'est vrai. Nous, notre combat premier, c'est la Belgique. Et c'est dénoncer les scandales en Belgique. Et c'est faire en sorte, proposer une solution au peuple pour que les ministres qui vont être choisis sur base d'un véritable entretien d'embauche avec des compétences choisies par le peuple, que ces ministres soient au service du peuple et donc non corruptibles. Et donc qu'ils aient un CV irréprochable et qu'ils fassent leur job. Et s'ils manquent à leur mission, on peut soit les révoquer, soit les poursuivre pénalement parce que ils auront été malhonnêtes. Chacun ici, je pense, a compris que le pouvoir, ça corrompt et que pour le garder, ceux qui l'ont feront absolument n'importe quoi. Vous voyez, moi, j'aurais plus facile de dire ils sont tous pourris et de surfer sur une vague d'émagos de ce type-là. Or, je suis quelqu'un de loyal. Et donc, si on fait un geste vers moi, je ne vais pas l'oublier. Ça montre aussi qui je suis par rapport à ça, parce qu'il y a suffisamment de politiciens qui retournent leur veste. Moi, je n'oublie rien. Je n'oublie pas les actes négatifs, je n'oublie pas non plus les actes positifs. Et donc, toute ma vie, je saluerai la position de Yann Yambon par rapport à ce que j'ai pu dire sur Elio Di Rupo et aux actes qui ont été posés par ce mouvement de la NVA, même si je ne partage pas les idées de la NVA, même si je trouve certainement qu'il y a des décisions qui sont prises par les gouvernements auxquels ils appartiennent, qui sont néfastes pour la population. Mais au moins, ils ont fait quelque chose. Parce qu'on ne peut pas dire que ça a été fait partout. On ne peut pas dire, par exemple, qu'en France, on ait fait beaucoup pour chasser Jack Lang des responsabilités.
pas grand-chose a été fait. Hein. On l'a mis à un poste. Hein. On ne sait même pas comment il a pu arriver là. Alors qu'on le sait depuis longtemps. Hein. Déjà, en 2010, tout le monde savait ce qu'on pouvait reprocher à Jack Lang. Hein. Et ça n'a pas empêché les gouvernements de le nommer à des hautes fonctions, à le recevoir à l'Élysée avec tous les tralala, à le considérer comme un homme respectable alors qu'il n'a rien de respectable. Si vous voulez bien, on va vous diffuser une petite bande dessinée qui, j'en ris, mais qui pourrait presque résumer le programme de Laurent Louis pour la classe politique belge. Je me suis régalé à la regarder. Je vous invite à le faire. Regardez. Ils n'ont qu'une seule envie aujourd'hui, c'est de vous mettre un bon coup de pied au cul, parce que après avoir détruit notre pays, c'est tout ce que vous méritez. Alors, où se cachent-ils ces nuisibles? Ah, les voilà. Hé, vous, revenez, revenez les corrompus, arrêtez-vous. Satanistes, parvenus, sionistes, sale impérialistes, colonialistes, pourriture. Tiens, le franc-maçon, ordure, carrière. Allez, les pédos, c'est fini pour vous. Dégagez du vent, dégagez allez, du vent. On ne veut plus de vous. Bye bye, les pourris. Oh, fouillons, fouillons. À mort, à mort, à mort. Fouillons. Au secours, Zelensky. Vite, elle se rapproche. Et ne revenez plus, les tordus, le pouvoir appartient au peuple. Vive la Belgique libre. Mon cher Laurent, on va te souhaiter évidemment bonne chance, du courage. Tu sais que tu as tout notre soutien. On va essayer de vous aider à avoir un peu plus de visibilité pour que les gens découvrent ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est d'utilité publique. On est tous dans nos pays respectifs au bord de l'abîme, et si effectivement on ne nous propose pas une alternative, tout ça va très mal finir. Ton idée, c'est peut-être un moyen de redonner, comme tu le disais, de l'espoir aux gens. Tu parlais de rêves, mais aujourd'hui, les gens ont besoin de rêves concrets, palpables, qu'ils puissent toucher du bout des doigts. Il faut vraiment qu'on sente ce changement venir. Alors, je me réjouis de vous avoir reçus tous les deux. Je remercie mon collègue Fawzi Mabouli qui est en direct de Tunis pour cette première reprise de contact entre toi et moi après 7 ans, je crois, hein, Laurent. Oui, c'est ça. C'était sur Mediazone qu'on avait fait un entretien. Ça me semble être hier, mais le temps passe tellement vite. Voilà. C'est comme cette émission aujourd'hui, elle passe tellement vite. Non, le projet de Révolution est un projet qui est vraiment réfléchi et qui est global, qui vaut vraiment... c'est un autre mode de société que nous proposons. Et donc, forcément, il est très difficile en quelques minutes de faire le tout, parce que je pense qu'on peut déjà consacrer une émission totale et complète sur la démocratie participative, et on peut en réserver une autre pour la lutte contre le sionisme, contre la franc-maçonnerie et la pédocriminalité, encore une en plus. Voilà, il en faut des émissions. Donc aujourd'hui, on a essayé de parler un peu de tous ces sujets-là, sans entrer peut-être trop en profondeur, mais j'invite vraiment chaque auditeur à aller visiter notre site internet mouvement-révolution.be, parce que le programme y est clairement indiqué. C'est un programme qui est toujours en évolution. On est à l'écoute. Moi, je suis particulièrement à l'écoute de toutes les bonnes idées et j'essaye de proposer quelque chose de cohérent de A à Z. Et je suis très heureux de pouvoir avancer avec Laurence dans cet objectif commun que nous avons de rendre le sourire aux Belges
leur proposer surtout une alternative crédible. J'ai beaucoup apprécié, quand j'ai pu regarder des reportages, Pierre Poujade. Pierre Poujade avait créé un mouvement, le poujadisme, qui était très intéressant et qui venait du peuple pour le peuple. Le problème de Pierre Poujade et des poujadistes quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale française, c'est qu'ils n'avaient pas de système alternatif à proposer. Ils ont disparu très très vite. Nous avons un système alternatif à proposer et je pense qu'on va en parler beaucoup dans les années qui viennent et que d'autres prendront l'idée parce que toutes les idées du mouvement Révolution sont des idées universelles qui ont vraiment vocation à se propager dans l'ensemble du monde parce que chaque pays a un problème en termes de démocratie aujourd'hui et que chaque pays a aussi un problème par rapport à la manière dont les citoyens voient le monde politique et le jugent. Le désamour, il est presque constant partout. Et donc, c'est une solution très claire pour changer ce prisme et aller vers un monde meilleur. Merci Laurent. Laurence, on t'accorde le mot de la fin, la conclusion. D'abord, merci à vous d'avoir permis cette émission qui a, je pense, amené certains points en lumière qui méritaient de l'être. Je dois dire que je suis extrêmement, je suis fière et même émue d'être aux côtés de Laurent Louis parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un avec un grand Q en qui je me retrouve vraiment. Et quand j'entends que notre projet, que notre mouvement est utopiste, moi j'ai envie de dire aux gens, ça c'est ce qu'on vous a fait croire. Mais n'oubliez jamais, ce sont les grands visionnaires et ce sont les audacieux qui ont découvert le monde. Alors aujourd'hui, redécouvrons notre pouvoir parce que nous l'avons et il est très simple de le reprendre en main dès demain. Il faut juste abandonner la peur. Merci à vous. Absolument, ce sont toujours les minorités conscientes et agissantes qui changent le cours de l'histoire. Merci Laurent, merci Laurence.